Yann, bonjour, ça va bien? Salut Jean-Philippe, oui, ça va bien. Good, c'est avec un grand plaisir que le Club d'investisseurs immobiliers continue les grandes entrevues, toujours live pendant que vous êtes à la maison, donc on essaie de générer le plus de contenu possible. Et il y a effectivement un gradué du coaching qui a attiré notre attention dernièrement avec une transaction assez rocambolesque et on s'est dit que ça pourrait peut-être être intéressant de partager ça avec tout le monde. En fait, pas on pense, on sait que ça va être intéressant de partager ça avec tout le monde, surtout avec un personnage coloré et enthousiaste comme Yann. Donc, ça va être une transaction très, très intéressante. Fait que, sans plus tarder, Yann Chartrand, je te laisse commencer à introduire un peu ta transaction. Ben, merci beaucoup Jean-Philippe. Je voulais remercier le club de me donner cette chance de vous raconter un peu ce qui s'est passé. Je fais plusieurs transactions depuis que j'ai gradué. Ça déboule très, très vite. J'ai décidé de vendre un 6 logements à Mont-Tremblant pour aller chercher des fonds parce qu'on était en train de faire l'optimisation de 2 8 logements à Montréal. J'ai décidé ça à l'automne l'année passée. J'ai contacté Thierry Samlal de PMML. J'ai demandé qu'il vienne me faire un petit estimé de l'immeuble. Il est descendu, on s'est entendu sur les prix, tout a bien été, j'étais très content. Un excellent service. On a commencé la transaction, ça a pris peut-être un à 2 mois qu'on a eu une offre. Un monsieur d'un certain âge qui était très intéressé à l'immeuble. On savait que sa santé était un petit peu précaire, mais on n'en savait pas plus. Il est venu visiter, il a adoré l'immeuble, s'est présenté au locataire comme nouveau propriétaire, même si la transaction n'avait pas eu lieu encore. Là. Il est sorti de là enchanté. Il n'a pas voulu faire l'inspection. C'est sûr que l'immeuble, c'est un immeuble de 2012. Donc, il était très, très bien entretenu. Il n'y avait aucun problème à avoir. Fait que lui, il a décidé de sauter la clause d'inspection. On est passé directement au financement. Pendant le financement, là, on savait un peu que sa santé se dégradait un petit peu. Fait qu'on savait pas trop comment ça allait aller. Fait que on s'est dit qu'on voulait quand même faire le financement rapidement, tu sais, pour passer à une autre étape. Euh, Pendant le financement, on n'a plus eu de ces nouvelles pendant 2 semaines. Les délais ont écoulé. On a passé, je pense, c'est 7 ou 10 jours passé le délai qu'on avait laissé pour les preuves de financement. On savait qu'il y avait la mise de fonds parce que ça avait été vérifié par PMML. Mais là, on n'avait pas de ces nouvelles. Fait que là, moi, j'ai communiqué avec Thierry puis j'ai demandé qu'est-ce qui se passait. Thierry m'a dit, écoute, la santé est précaire, on le sait pas. S'il arrive quelque chose, on ne sait pas comment est-ce que ça peut virer. Fait que il dit, tu sais, s'il arrivait un accident, puis il arrivait une mort pendant la transaction, ça pourrait être problématique. Fait qu'il a communiqué avec Patrice. Il a demandé à Patrice qu'est-ce qui se passait dans le cas de quelqu'un qui meurt pendant une transaction. Patrice ne le savait pas. Fait que il a dit laisse-moi m'informer, je te reviens là-dessus. Patrice est informé. Ils ont expliqué que ça pourrait être quand même assez compliqué. C'est sûr que faire affaire avec la succession, la banque qui a fait le financement, ces choses-là, ça devient compliqué. Fait que on a averti son notaire comme quoi que les délais étaient de beaucoup passer. Là, je pense que c'était 10 à 14 jours. Puis qu'on ne voulait pas donner d'extension. Fait que c'est resté comme ça. Pendant ce temps-là, Thierry, il y avait une formation Grant Cardone à Miami. Fait que un dimanche matin, il me texte, il me dit hey, écoute, hier, je t'ai trouvé une acheteuse. Il dit on va pouvoir en parler lundi. Fait que moi, j'ai juste renvoyé un message texte. Il dit t'étais pas à Miami sur une terrasse hier soir. Fait que là, il dit oui, mais on trouve quand même le moyen de faire de la business. Fait que le lundi matin, on s'est appelé, on a vérifié, on avait une acheteuse qui était motivée. Elle est descendue, elle est venue voir l'immeuble 3, 4 jours après, fait les visites, elle a trouvé ça génial, elle était enchantée.
faut dire que c'est des 4,5 de 1200 pieds carrés au centre-ville de Mont-Tremblant. Fait qu'on a signé l'offre d'achat, tout était réglé. On a cédulé une date pour l'inspection. Entre-temps, pendant cette semaine-là, le premier acheteur s'est manifesté. Il faut dire que le premier acheteur, il n'y a pas de téléphone, il n'y a aucun moyen, il n'y a pas d'email, il n'y a pas d'Internet, fait qu'il n'y a aucun moyen de le communiquer, à part par sa notaire. Fait que là, il a trouvé le moyen de communiquer avec nous, puis de dire qu'il est toujours intéressé à l'immeuble. Quand est-ce qu'on avance le processus? Fait que là, on était très, très mal, moi puis Thierry, mais on était obligé de dire que l'offre d'achat était tombée, puis qu'on avait trouvé une autre acheteuse. Il était vraiment, vraiment très déçu. Moi, je me sentais mal. Thierry aussi se sentait mal. Fait que j'ai dit à Thierry, je dis, écoute, je vais trouver un autre immeuble à vendre, puis on va s'arranger. Je trouvais ça plate parce que c'était comme son premier immeuble. Un monsieur de 65, 70 ans peut-être, premier immeuble à vie, il avait travaillé fort. Fait que je dis, on va y trouver quelque chose d'autre. C'est important pour lui. Fait qu'on a continué le processus avec Jolene, l'acheteuse. Fait que ça allait super bien. On avait cédulé une inspection. La première inspection était cédulée, je crois, c'est début novembre ou fin octobre. Il est arrivé un dégât d'eau. Dégât d'eau, quand ça arrive, la plupart du temps, je ne sais pas pourquoi, mais c'est toujours au 3e étage. Donc, la dame, elle a mal vissé sa laveuse, son tuyau de laveuse qui a descendu sur tous les autres étages. Elle l'a pris rapidement, fait que ça n'a pas fait tant de dommages que ça. Mais on a dû repousser l'inspection. Entre-temps, Thierry m'a rappelé, puis il m'a dit, écoute, j'ai été contacté par le notaire du premier acheteur, puis il est mort. Fait que là, on était un petit peu surpris, très, très surpris, parce que c'est la première fois, tu sais, que moi, j'avais un mort là, pendant une transaction, là. Fait que on a mis ça de côté, on s'est dit, on va se consacrer à Jolene. Moi, j'avais pas beaucoup de choses à faire. Tu sais, c'était quand même un dégât d'eau, mais j'ai appelé Gus tout de suite, ils sont venus. Ils ont fait les travaux d'urgence. Fait que je me suis dit, tu sais, c'est quand même bien. On aurait pu quasiment le camoufler mais tu sais, moi j'ai parlé à Thierry, j'ai dit, tu sais, j'aime pas ça, je veux que ça soit bien fait. Je veux qu'elle soit au courant. Puis Thierry, il m'a dit, moi, c'est ma devise, on va être transparent d'un bout à l'autre. Fait que on avertit l'acheteuse, on lui a dit que c'était un dégât qui était passablement pas trop grave, puis qu'on pouvait le réparer facilement. Fait que elle était bien compréhensive. Elle m'a dit, il n'y a pas de problème, je me fie sur vous autres. Puis nous autres, on faisait affaire avec des professionnels. Fait que ça a retardé l'inspection. L'inspection a tombé le 11 novembre. Moi, le 11 novembre, j'étais en Floride. J'avais organisé un groupe pour aller faire du vélo en Floride. C'est tous des gens d'immobilier. Fait que le 11 novembre, c'est ma dernière journée. Il est peut-être 8h30, 9h. Je suis dans la piscine. J'ai un petit drink dans les mains. Puis c'est notre dernière journée. Fait que je me dis, je vais en profiter. L'inspection est à midi. 9h15, 9h30, je suis dans la piscine. Ma locataire, elle m'appelle de l'autre côté. Elle me dit, Yann, on a un sérieux problème. Elle dit, on a un dégât. Elle dit, il y a de l'eau grise, de l'eau sale qui descend dans le logement du bas. Ça déborde. Elle est allée voir dans le logement du milieu. La toilette avait débordé. Le bain avait remonté. C'était incroyable, ça puait, c'était dégueulasse. Moi, j'étais pas sur place, j'étais en Floride. Ça arrive souvent quand t'es dans des régions éloignées. Là, j'ai demandé, j'ai dit, écoute, fais ton possible, essaye de nettoyer. Moi, j'ai rappelé Thierry, j'ai dit, écoute, Thierry, je peux vraiment pas faire visiter dans des conditions comme ça. Là, tu sais, l'inspecteur puis la vendeuse veulent pas voir ça.
Fait qu'on l'a cancellé. L'inspecteur, il était en route. Fait qu'on a cancellé ça. On a dit, ben écoute, on fait venir l'équipe de nettoyage de Gus, puis on vous recontacte. Fait que Thierry était bien à l'aise. Il a contacté avec l'acheteuse. Comme de fait, c'est un 11 novembre, c'est fête, il n'y a pas de plombier disponible. Fait que de là, l'importance de toujours bien payer ses contracteurs puis les gens avec qui on travaille, d'être honnête avec eux autres. J'ai réussi à trouver quelqu'un qui est allé, un plombier, qui est allé tout débloquer ça. Là, j'ai demandé à Thierry c'était quoi la stratégie à adopter. Fait qu'on a dit on va être transparent d'un bout à l'autre. On va demander à l'acheteuse c'est qu'est-ce qu'elle aimerait. C'est quoi qu'elle aimerait pour pas se retirer de la transaction. Fait que elle nous a expliqué que d'un, elle voulait avoir un test avec un plombier avec la caméra. Elle nous a dit qu'elle voulait que ça soit fait par une compagnie spécialisée. Puis aussi, elle nous a dit de pas réclamer les deux assurances, de réclamer juste un dégât, parce qu'après ça, l'immeuble, il serait plus assurable. Fait qu'on a fait venir l'équipe de Gus. Je vais essayer de... Ouais, tu peux, t'as le contrôle de ton PowerPoint. de montrer un peu qu'est-ce que ça a l'air. Ouais. Ça avait l'air de tout ça. Quand ils sont partis. Fait qu'ils ont arraché des planchers, ils ont arraché des plafonds, ils ont strippé des salles de bain. Ils ont fait ça là, sur 2 étages. C'est un dégât approximativement de 47-48 000 là, au final. Ça, oui. Est-ce que les 2 dégâts avaient été déclarés aux assurances si tu avais appelé Gus, le dégât de la laveuse et ce dégât-là? Non, le premier, j'avais dit à Gus, on s'arrange ensemble. Fait que il n'avait pas été déclaré. Okay. Fait que moi, ça faisait mon affaire. C'était pas un gros dégât. J'étais prêt à le payer de ma poche pour pas avoir là, deux assurances là, qui allaient augmenter. Mm-hmm. Et en fait, quand il y a des dégâts d'eau, là, la plupart du temps, là, si on est capable de ne pas passer par les assurances, là, c'est une très bonne affaire parce que dans les derniers temps, dans les dernières années, ils ont beaucoup resserré, puis ils sont facilement, ils passent les déductibles là, de 1000 à 5000 puis à 10 000 quand il y a des dégâts. Effectivement. Fait que Gus sont arrivés, ils ont fait tous les travaux pour mettre ça à niveau. Ça a pris quand même pas mal de temps. Ça a pris 2-3 semaines parce qu'eux autres, ils rouvrent petit à petit. Fait que, tu sais, ils veulent pas trop ouvrir. Fait que là, des fois, ils trouvaient d'autres humidités. Ils ont fait des erreurs. Ils ont ouvert le plafond du rez-de-chaussée. Le plafond du premier étage, ils l'ont ouvert complètement pour rien parce qu'après ça, je leur ai demandé comment ça avait pu refouler de 2 étages quand c'était bloqué entre les 2 étages du bas. Puis ils savaient pas quoi dire, fait qu'ils avaient arraché un plafond de salle de bain au complet pour rien. Fait que ça a été un peu plus long. Quand on était temps de finaliser puis de commencer les travaux, c'était dans la période des fêtes. Il n'y avait aucun contracteur de disponible à Tremblant. Fait que j'ai dû faire 30-35 téléphones pour trouver des contracteurs qui étaient prêts à travailler pendant le temps des fêtes. Fait que tous les logements ont été faits pendant le temps des fêtes. J'avais un logement qui était loué à une compagnie qui entrepose des meubles. Fait que ça, on a pu, eux autres, cette compagnie-là, ils me louent 2 locales. 2 appartements pour serrer des meubles pour entreposage. Donc, on a pu faire le transfert dans un des 2, puis il y avait un appartement libre, puis les autres ont été relocalisés. Ça a fait beaucoup de travaux, mais ce qui a donné ça pour sauver la transaction. Si vous remarquez, j'ai changé des planchers, on a refait les plafonds, on a repeinturé les appartements à grandeur. J'ai dû mettre peut-être un 4-5 000 de plus que qu'est-ce que j'aurais pu. Il y a bien des plaintes que j'aurais pu sauver. J'aurais peut-être pas été obligé de faire peinturer les appartements au complet. Sauf que sur une transaction de ce montant-là, pour l'acheteuse qui est restée tout le long de la transaction malgré nombreux problèmes, je voulais que quand elle revienne faire l'inspection, vérification, qu'elle soit très satisfaite.
Puis c'était le cas. Elle a trippé ses appartements. Elle a trouvé ça très, très beau, les rénovations. Fait qu'on a pu continuer le processus. Yes. Oui, vas-y, Jean-Philippe. Non, non, c'est magnifique, c'est très beau. Déjà, c'est rocambolesque, puis ça continue encore. Ouais. Fait que on était supposé signer. C'était long parce que là, on passait à CHL. Ça n'a pas été facile. On avait prévu de signer à mon retour de Sainte-Lucie. Ça a été étiré. Là, moi, je repartais pour Cuba. Fait que j'ai dit, écoute, dès le retour de Cuba, je signe. Ça va être finalisé. À mon retour de Cuba, la notaire m'a rappelé. Puis elle m'a dit qu'on ne pouvait pas signer parce que j'étais en quarantaine. Il fallait que je passe 14 jours. Fait que là, ça a tombé au 25. Puis malheureusement, le 24, ils ont décrété que tous les services les non essentiels étaient fermés. Ça faisait des mois, cette transaction-là. J'avais besoin de mon argent pour l'investir ailleurs. Je voulais closer ça. Le 25, tout était fermé. Fait que j'ai fait un peu de pression sur Thierry. J'ai demandé, es-tu capable? Fait que la journée du 25, le notaire à Montréal, le notaire Gagnon, que je les remercie, était ouvert seulement pour cette transaction-là. Je suis arrivé d'un building du centre-ville. Il y avait personne dans le building. C'est le concierge qui est venu m'ouvrir. Je suis monté à l'étage. Il y avait des gants, un masque pour signer. Il y avait des papiers sur un bureau. Le notaire était de l'autre côté d'une porte vitrée. Puis il fallait y montrer mes pièces d'identité pour s'identifier. Puis on a signé comme ça. J'ai jamais rencontré l'acheteuse pendant ce moment-là. Puis l'acheteuse, elle, a passé une demi-heure plus tard, puis elle avait les mêmes procédures là, avec les gants, puis derrière une porte vitrée. Ouf. Ouais. Ouais. C'est ce qui a donné cette transaction-là. Il n'y avait pas la signature électronique, il n'y avait pas un notaire ouvert, signature électronique. Je sais qu'il était peut-être déjà dans la transaction, mais ils t'ont pas offert la signature électronique. Non, dans le coin. Puis c'est avec People Trust, un petit peu plus compliqué. Ouais. Puis c'est des transactions qui sont plus vérifiées. Puis ça venait de commencer le 25, là. Fait que c'était la première journée que tous les commerces étaient fermés. Fait que peut-être qu'ils s'étaient pas ajustés, mais non, il a fallu que je me déplace à Montréal juste pour une petite signature comme ça. Pour la quarantaine. Les actes nous avaient été partagés avant. Puis nous autres, on les lisait, puis on savait, là-bas, il n'y avait aucune lecture des actes notariés ou autres. Là, c'était juste une signature. OK. Il y avait pas eu, ou je me mélange peut-être de transactions, il n'y avait pas eu des morts là-dedans aussi? Il n'y a pas eu des locataires qui sont morts ou je me trompe de transaction? Non, j'ai déjà eu des locataires morts dans mes immeubles, là, mais non, ça, mort pendant la transaction, mais ça, c'est la première fois. Ça, c'était ton autre acheteur qui était mort au début de la transaction. Oui, exactement. Effectivement, tu as bien fait de ne pas y aller dans cette transaction-là. Ouais. Avant que j'arrête ton partage d'écran, Yann, est-ce que tu avais d'autres photos à montrer ou non, mais moi, qu'est-ce que je trouvais important? Je sais que dans chaque expérience ou transaction ou mauvaise expérience, sur le coup, je me demandais qu'est-ce que je pouvais sortir de positif de cette transaction-là. Puis je me dis, il y a toujours du positif. Peu importe qu'est-ce qui arrive, il y a quelque chose qui ressort de ça. Puis là, je me suis posé la question, puis là, la mort, les 2 dégâts d'eau, je me disais, tu sais, un immeuble de 1000 d'eau, c'est quoi les chances qu'il y ait 2 dégâts d'eau en l'espace entre la visite des lieux puis l'inspection? C'est très, très rare. Puis je me suis dit, la seule bonne chose que j'ai vue de ces accidents de parcours-là, c'est que je voulais faire affaire avec PMML depuis longtemps. Je voulais me faire un nom, je me disais, tu sais, pour faire des transactions avec eux. Puis là, je me disais, si j'étais capable de closer une transaction comme ça, peu importe la transaction qu'on va faire dans le futur, je pense pas qu'ils puissent en avoir des plus compliqués. Fait qu'ils vont savoir que je vais porter ça au bout. Si je dis que je vais faire de quoi, je vais le faire. Fait que tu sais, c'est toute ma crédibilité puis qui a augmenté dans cette transaction-là.
Oui, je pense qu'en effet, tu sais, pour avoir eu François Gagnon en entrevue, puis pour avoir jasé justement à Saint-Lucie avec lui, pour revenir là-dessus, effectivement, la réputation d'un investisseur immobilier, c'est très important, hein, parce que les courtiers vont avoir tendance à accepter une offre plus basse d'un un investisseur immobilier qui a une bonne réputation qu'un investisseur immobilier justement qui ne close pas. Fait que, très bon point. Fait que, excellent point, Yann. Tu voulais nous parler aussi du côté humain. Puis j'invite les gens aussi à poser des questions. Si jamais vous avez des questions pour Yann, allez-y. Amusez-vous. Je vais te remettre ton PowerPoint, Yann. Donc, je pense que tu voulais, c'est ça, faire une petite capsule sur le côté humain. Fait que je te Ouais. laisse y aller. Moi, je suis allé à la Semaine des millionnaires. J'ai adoré mon expérience. C'était un voyage, comme on dirait, incroyable. Au retour, Yvan, tu sais, je parlais un peu du côté humain que j'avais développé là-bas, les gens que j'avais rencontrés. Puis Yvan me disait, j'aimerais ça que tu fasses un focus group l'année prochaine sur le côté humain. Tu as ça développé. Puis c'est très, très important dans le milieu des affaires, que ce soit dans l'immobilier ou peu importe les affaires. Puis je me suis dit, oui, c'est vrai que je me débrouille quand même bien, mais j'ai place à l'amélioration. Fait que j'ai beaucoup travaillé là-dessus. Même quand j'étais à Cuba, là, j'ai lu des livres, puis j'ai travaillé là-dessus pour m'améliorer, devenir meilleur. Puis je me suis dit, tu sais, je pourrais faire une genre de petite formation, une petite capsule qu'on pourrait voir le côté humain, comment c'est important. Puis je vais vous mentionner, tu sais, ça peut être en négociation, ça peut être pour un achat, une vente, ça peut être pour du partenariat, ça peut être dans n'importe où pour avec ceux que vous travaillez là dans le futur. Je vais juste faire passer le PowerPoint. Euh, Psychologie humaine et l'art de négocier. C'est vraiment une phrase là, fétiche pour moi. Là, j'en parle à des gens puis ils trouvent ça merveilleux. Chaque fois que je négocie avec une personne, que ce soit un propriétaire d'immeuble ou que ce soit un partenaire pour faire un partenariat futur, je leur demande toujours qu'est-ce qui vous ferait plaisir. C'est une belle attention parce que les gens, ils s'attendent pas à ça non plus. Ils s'attendent toujours à ce que les gens leur proposent de quoi. Puis souvent, le fait de demander les vrais besoins de la personne. Puis souvent, on pense que la personne elle va avoir un prix ou elle va avoir des conditions. Mais souvent, des fois, on se trompe. Puis le fait d'y demander, elle va nous dire, ben, moi, j'aimerais ça que j'ai déjà acheté un immeuble, là, puis les gens, la seule chose qu'ils voulaient, c'est que je garde le nom de l'immeuble. C'est un immeuble commercial, puis le nom de l'immeuble, c'était l'édifice Félix Leclerc. Fait que eux autres, c'était important pour eux autres. Fait que j'ai eu l'immeuble à bon prix, puis j'ai réussi à avoir une balance de prix de vente sur l'immeuble 25 ans à 3,75. C'était ridicule, mais eux Wow. autres, la priorité, c'était de garder le nom de l'immeuble, la langue française. Puis eux autres, c'était la Société nationale des Québécois. Fait que quand vous êtes en affaires, qu'est-ce qui est bien, bien important, moi, je trouve, c'est d'écouter les gens qui nous parlent de leurs besoins, qu'est-ce qu'ils veulent. Puis ça peut aider beaucoup, beaucoup dans les transactions. Ben, je suis entièrement d'accord. Pour bonifier, en fait, là-dessus, en fait, je propose, puis la question est magnifique, je vais la poser à l'avenir. Mais parfois, j'ai commencé à faire ça avec les propriétaires, c'est d'offrir de nommer les édifices en leur nom. Aussi, Ouais. c'est niaiseux, mais des fois, les gens sont vieux, ils ont accompli beaucoup pour cet immeuble-là. Je revenais avec les caméras là, pour qu'on se voit. Ils ont accompli beaucoup, tu sais, pour le bâtiment. Et parfois, ils ont à cœur leurs locataires qui sont à l'intérieur et ça leur fait plaisir. Donc, j'ai commencé à l'offrir dans les transactions. Puis je te dirais, la réponse est quand même assez bonne. Les gens sont contents. Puis, il y a un certain patrimoine qui suit. Fait que ça fait Tu sais, partie de... Jean-Philippe, que le nom d'une personne est très, très unique. Ouais. C'est vraiment particulier. Puis il y a des gens, il y a des très, très grosses fortunes qui payent énormément d'argent pour faire garder leur nom. Les bibliothèques à New York, les Rockefeller Center, ces choses-là. Fait Mm. que des fois, de vendre leur immeuble à un prix un petit peu moins ou des conditions un petit peu moins avantageuses, mais de garder le nom de l'immeuble, de garder tu sais, pour les enfants aussi, c'est Ouais. quelque chose de bien.
Oui, absolument. Ben, très bon point, Yann. Puis en fait, juste te dire que tu es une bonne personne en relation humaine, là. On en voit beaucoup, puis je veux mettre l'emphase à ça, on en voit beaucoup de gens. Et les gens les plus intéressants, c'est justement, ben, Yann t'en fait partie définitivement. Puis on a tout le temps le goût de t'aider ou de te jaser, de donner les trucs. Mais c'est ça, c'est d'être aimable avec ça. Puis je pense que je peux donner un conseil aux gens qui veulent approcher un mentor. Commencer par donner avant de demander de recevoir. Je pense que c'est un truc très, très important pour tout le monde. Donc, si vous avez un mentor, vous avez quelqu'un qui a beaucoup de blocs immobiliers, puis vous aimeriez ça, aller prendre un café avec, bien, commencez donc par lui proposer quelque chose. Hey, j'aimerais ça aller faire passer faire le ménage dans tes bâtiments ou j'aimerais ça t'aider avec quelque chose, la comptabilité, peu importe. En commençant par donner avant de recevoir, je pense que c'est quelque chose d'important à faire. Exact. Puis, on va tomber à mon autre. Vous allez voir, ça, c'est comment se faire des bonnes relations. Puis ça, j'ai remarqué ça au fil du temps. Comment est-ce que des gens qui pouvaient avoir des centaines de logements, qui avaient réussi dans la vie, pouvaient passer du temps avec moi, puis discuter, puis jaser. Puis là, je me disais, crime, il prend de son temps, qu'il n'y a pas beaucoup, tu sais. Mais le désir d'être important, la soif d'être apprécié, c'est des besoins essentiels. Puis souvent, on l'oublie. Mais les gens qui ont réussi, souvent, ils ont eu des parcours difficiles. C'est très, très rare qu'une personne ait réussi dans la vie, qui a monté une entreprise ou peu importe, des milliers de logements, qui n'a pas eu des bouts difficiles. Fait que quand on l'écoute, cette personne-là, elle est tellement fière de son parcours qu'elle va te le raconter. Puis si on écoute vraiment attentivement, on va apprendre plein de choses, puis cette personne-là, elle va devenir très, très importante à nos yeux. Puis elle va vouloir nous partager tout ce qu'elle sait. Puis les compliments sincères, l'écoute attentive, la reconnaissance, très, très important dans le milieu immobilier. On parle de millions, de gros chiffres, d'immeubles, ces choses-là. On en parle souvent, puis tu sais, souvent l'argent est un petit peu mis en valeur, mais les transactions se font par des humains. Fait que peu importe l'argent, le nombre de briques, peu importe, c'est des humains qui font les transactions. Donc, si on a des bonnes relations avec les humains qui sont dans les transactions vont se faire puis vont bien se faire. Absolument. Wow, c'est très bien dit, Yann, absolument. Puis bravo pour la transaction. L'honnêteté aussi, on parlait de réputation, mais l'honnêteté, hein? La Euh, transparence, la transparence. transparence, effectivement. Cette transaction-là n'aurait jamais eu lieu si on n'avait pas été transparent d'un bout à l'autre. On y a dit chaque fois qu'il y avait des problèmes, on y a dit qu'il y avait déjà une offre, que le monsieur il était aux soins, que tu sais, on était transparent d'un bout à l'autre. Puis elle était très très reconnaissante. Puis tu sais, c'est rendu une amie là. Absolument. Et gars, je me permets de mettre le commentaire suivant à l'écran, Yann, parce qu'on en a discuté en pré-entrevue. Regarde Éric Paradis, qu'est-ce qu'il dit? Un bon livre sur le sujet, comment se faire des amis et influencer les autres. Peux-tu partager un peu là-dessus? Ce livre-là, j'ai parlé un petit peu avec Yvan, puis j'ai dit que je lisais ça à Cuba, puis il me dit, ah, il dit, c'est un bon livre pour la vente, tu sais, pour les vendeurs. Puis j'ai expliqué à Yvan, j'ai dit, tu comprends pas la puissance de ce livre-là, c'est incroyable, les trucs qu'il y a là-dedans. C'était étudié auprès des plus fortunés, des plus grosses fortunes, de ceux qui ont le mieux réussi. Puis d'appliquer ces règles-là sont pas toujours faciles à appliquer, mais c'est incroyable les trucs là, dans ce livre-là. Tu sais, ici, là, c'est juste dans le PowerPoint, là, qu'est-ce qu'il disait, là, euh, Emerson, c'est un célèbre, là, tu sais, il disait, tout homme est supérieur en quelque manière et je m'instruis auprès de lui. Tu sais, des fois, on se dit, bon, mais cette personne-là, qu'est-ce qu'elle peut m'apporter? Peut-être qu'elle n'est pas au même niveau au côté immobilier, peut-être qu'elle n'est pas au même niveau côté succès, ces choses-là, mais c'est sûr qu'elle a quelque chose à apporter. Puis, peu importe la personne, dites-vous qu'à un moment donné, tu sais, si vous donnez beaucoup, vous allez recevoir beaucoup par après. C'est exactement ça que ce qu'on disait, comme on donne. Les gens posent des questions, encore une fois, comment approcher un mentor, quelqu'un qui a de l'expérience. Commencer par donner avant de demander de recevoir, c'est important. Puis commencer par écouter aussi avant de parler. Le petit truc, des fois que je me rappelle, moi, je peux être volubile aussi, hein. Évidemment, je parle beaucoup. Mais des petits trucs faciles. On a une bouche, deux oreilles, on devrait écouter deux fois plus qu'on parle.
Fait que ça peut être intéressant. Puis aussi, quand on parle, ben, on n'apprend rien. Exact. Quand on parle, on n'apprend rien. Quand on fait juste dire qu'est-ce qu'on apprend déjà, c'est quand on écoute qu'on apprend. Fait que c'est ma Exactement. Mais comme référence, ce livre-là, exceptionnel. Vous pouvez le lire, le relire, c'est incroyable. Commandez-les sur Internet, c'est assez gênant d'aller l'acheter à la librairie quand c'est marqué comment se faire des amis. Ouais, c'est un peu gênant quand tu arrives à la caisse, tu mets ce livre-là. Ouais. On est plusieurs à écrire sur le club. Là. Je ne sais pas qui a écrit ça, mais j'imagine que ça doit être Yvan. Yvan l'a lu 3 fois en version papier, écouté 2 fois en version audio. Fait qu'il y a un petit clin d'œil qui est fait ici sur Dale Carnegie, le livre Comment se faire des amis et influencer les autres. Je sais que mon bon ami Fred aussi, l'avait bien aimé, me l'avait recommandé aussi. C'est un excellent livre. Oui. Puis, tu sais, ça va vous servir. Tu sais, des fois, on peut dire achat, vente, mentor, mais partenariat, là, tu sais, je fais des super beaux partenariats. Présentement, tout le monde veut s'associer à moi. Puis souvent, c'est par le bouche à oreille. Les gens entendent parler que je fais des bons partenariats. Puis, tu sais, tout simplement, là, j'essaie d'aider les autres. J'essaie d'apporter qu'est-ce que je suis le meilleur. J'essaie de m'associer avec des gens qui ont des forces que j'ai pas. Puis, de toujours essayer d'encourager les autres. Peu importe, là, il faut que, si je m'associe avec des gens, faut que je sois capable de les faire élever à un autre niveau. Faut que, tu sais, je vais les rencontrer ici. Si je finis avec eux autres, ils vont être là. Tu sais, je veux les faire monter énormément. Très belle stratégie, Yann. Merci. Encore une fois, si jamais les gens, vous avez des questions, allez-y. Vous pouvez le partager avec Yann. Est-ce que Yann, il te restait des slides à nous présenter? Non, ça reste Parfait. défini. J'avais une question sur le bout de la langue, puis j'ai complètement oublié ma question. C'est des choses qui arrivent dans ce que tu parlais. Donc, allez-y, les gens, si jamais vous avez des recommandations de livres, des sujets à parler. Voilà, je viens de me souvenir. Des fois, quand je parle, je me souviens de mes questions. Des points. En fait, il y avait quelqu'un, Randall Ettinger, qui est venu dans les conférences anglaises, qui avait dit ça. Et je le partage du côté français parce que c'était tellement beau comme parole. Et je vais me mettre sur caméra, comme ça on peut me voir. Il disait, la confiance est un lubrifiant pour tout dans la vie. Et c'est tellement vrai, c'est tellement simple comme phrase. Donc, la confiance, c'est un lubrifiant pour tout dans la vie. C'est-à-dire que tu envoies une propriété à quelqu'un, si tu n'as pas confiance en lui, il faut que tu y envoies un NDA, donc une clause en français, j'ai oublié le nom, là, mais Non-Disclosure Agreement, là, NDA. Vas-y, tu l'avais, Yann, en français? Clause de Voilà. confidentialité. Fait que, tu sais, t'envoies l'NDA, t'es obligé d'envoyer l'NDA, t'envoies la propriété. Tandis que quand t'as confiance, par exemple, avec toi, Yann, on peut t'envoyer la propriété, puis on sait qu'on n'aura pas de problème avec ça. Donc, tout devient plus facile. Donc, la confiance est un lubrifiant dans la vie. J'adorais cette phrase-là. Je trouvais ça magnifique. Fait que, voilà. En passant, je sais que tu vois, est-ce que tu vois les commentaires en même temps, Yann, défiler un peu? J'essaie de pas trop être rester concentré. Mon Dieu, t'as quasiment des déclarations d'amour, juste pour te le dire, là. Dans le live Facebook. Mais il y avait une question, Ben, as-tu réussi à avoir toute la liquidité nécessaire finalement? Puis as-tu profité de la période pour un autre projet? Oui, j'ai réussi à avoir ma liquidité, on a réinjecté. Même pendant ce temps-là, j'ai un autre projet qui m'est arrivé. Les gens le connaissent pas mal, un petit peu, le projet avec Magali et Suzy. Puis il y avait 2 immeubles là-dedans. Puis les filles, ils voulaient acheter un immeuble puis flipper l'autre. Puis dès le début, moi, je leur ai dit que j'étais intéressé. Puis je les voyais aller un petit peu la façon qu'ils procédaient. Puis à un moment donné, je les ai juste appelés. Puis moi, je leur ai recommandé d'y aller plus avec un mentor, quelqu'un qui allait les aider, tu sais, que la façon qu'ils voulaient procéder. Puis dès le début, je leur ai dit, tu sais, j'ai pas les liquidités pour acheter les 2 immeubles, tu sais, je pourrais pas, mais pour un immeuble, je serais correct. Puis ils ont décidé de me choisir comme mentor, comme associé. Puis je pense que cette transaction-là, là, elle s'est faite, c'était compliqué. C'est toujours compliqué les transactions. C'est pas facile, mais il y a toujours des solutions. Puis on a décidé d'acheter les 2 immeubles parce que les filles ont eu des idées merveilleuses pour le 2e immeuble. Puis j'avais été clair au début que, tu sais, j'avais pas les fonds pour acheter les 2. Fait qu'on a trouvé une façon que tout le monde était content. Mais les fonds, là, tu sais, souvent les gens disent, ah, on n'a pas de fonds.
Si vous avez un beau projet, si vous êtes une bonne personne, si vous savez où est-ce que vous en allez, les gens, ils vont foncer avec vous. Ça, c'est sûr. Le désir, souvent le désir et la volonté d'avancer est plus importante en fait que l'expérience. Quelqu'un qui a un désir, qui est fonceur, qui fait bien, qui fait évidemment bien ses calculs, là, qui a une bonne connaissance, mais quelqu'un qui commence va avoir un désir, va réussir à aller chercher des investisseurs. Et la confiance aussi, et la communication à aller chercher des partenaires aussi. Si jamais ça m'arrive parfois dans les cours où est-ce que les gens me présentent un projet, puis ils disent ah ben comment qu'un investisseur voudrait investir là-dedans. C'est sûr que là, on part de loin. Si tu crois même pas en ton produit toi-même, je sais pas comment tu vas le vendre. Mais oui, c'est d'avoir une confiance en soi, puis d'être Un, de vendre son produit. De deux, se vendre en tant que personne. Les gens, souvent, ils vont parler. Tu sais, on parle, un outil qui est puissant, là, c'est la balance de prix de vente. Souvent, pas avoir à sortir trop d'argent. La balance de prix de vente, si la personne, elle te finance, elle te fait confiance. Tu sais, avant d'y demander une balance de prix de vente, là, il faut qu'elle te connaisse. Fait que laisse-la apprendre à te connaître. Parle-y de toi, parle-y de tes projets, parle-y quel genre de personne que tu es, puis ça va changer beaucoup. J'ai une petite anecdote que je peux raconter vite fait. Mhm. Il y avait un courtier, il y avait 100 appartements, quasiment une centaine d'appartements à vendre à Granby. Puis il y avait un courtier dans la transaction. Puis j'aurais jamais été capable d'acheter sans balance de prix de vente. Puis le courtier m'avait dit, oublie la balance de prix de vente, ça passera jamais. Le vendeur, il veut se débarrasser de tout, il veut rien garder. Fait que ça a resté comme ça. J'ai dû essayer de trouver le numéro du vendeur sans bypasser le courtier, mais juste pour parler de personne à personne avec le vendeur. Quand j'ai réussi à y parler, j'ai su que c'était un fermier, qu'il y avait peut-être 300-400 logements, que les logements, c'était un accessoire. Lui, il aimait les fermes, ces choses-là. Il y avait des immenses fermes. Il avait acheté les logements avec son ex-conjointe, peut-être un 400 logements. Il restait 100 logements à vendre. Puis là, lui, il m'expliquait, j'ai posé la question au début, tu sais, j'ai dit le courtier, il dit, t'es-tu intéressé? Fait que là, j'ai demandé balance de prix de vente. Il dit, oublie ça, balance de prix de vente. Il dit, moi, c'était avec mon ancienne femme, elle est partie avec un autre. Il dit, je vends tout, je veux plus rien savoir de elle. Fait que ce monsieur-là avait besoin de parler. On a parlé pendant 1 heure. Il m'a tout raconté son histoire, que son ancienne femme était partie avec une autre, que les enfants ne parlaient plus, qu'il ne voulait pas avoir rien en commun avec cette personne-là. Il m'a raconté son histoire. J'ai écouté, j'ai été attentif. À la fin de la discussion, là, il dit, tu serais-tu intéressé? Parce que lui, il avait une offre d'achat. Il dit, si l'offre d'achat tombe, tu serais-tu intéressé? C'est sûr, je serais intéressé, mais vous pourriez pas me faire une balance de prix de vente, fait que je pourrais pas acheter vos immeubles. Ouais, mais j'ai dit ça avant de te connaître. Oh. Et il dit là, il dit, je te connais, puis il dit, je sais que tu es une bonne personne. Fait qu'il dit, si jamais la transaction ne fonctionne pas, je te rappelle, puis il dit, je vais te faire une balance de prix de vente. Fait que ça répond un peu à la question, les gens, quand est-ce demander une balance de prix de vente? Les gens disent tout de suite en commençant, je pense pas que c'est une bonne idée non plus, tout de suite en commençant, ça commencerait d'un peu. Je pense qu'on est mieux de rentrer, pied dans la porte et discuter. Exactement. Très belle anecdote. Oui. Il y avait Pierre-Luc qui, je trouve que c'est un beau commentaire. C'est pas nécessairement une question, mais c'est un beau commentaire qu'on va partager. Être perdant, donner à nos débuts pour gagner de la notoriété, de l'expérience, le parti d'entrepreneuriat, peu importe la business, je vais continuer de lire, les débuts ne seront jamais faciles pour se forger une réputation. Je trouve que c'est un beau commentaire à partager, Pierre-Luc. Exact. C'est entièrement vrai parce que au début, les gens ne connaissent pas. Puis s'il faut faire des petites concessions, puis donner plus de pourcentage, peu importe, ou travailler plus que les autres, éventuellement, ça va payer. Puis les gens ils vont le reconnaître. Absolument. Yann, j'ai une question personnelle pour toi. Étant à Mont-Laurier, si je ne me trompe pas. Entre les deux, entre Mont-Laurier et Mont-Tremblant. Entre Mont-Laurier et Mont-Tremblant, loin des grands centres, mettons. Oui, Si on effectivement. Est-ce que c'est quelque chose, parce que me semble personnellement, là, c'est quelque chose, le côté humain qu'on voit plus pour les gens qui sont en région, là, si je peux appeler région un petit peu plus loin que Mont-Tremblant. Est-ce que tu penses que c'est vrai? Est-ce que tu penses qu'on perd ça dans les grands centres, le petit côté humain? Je pense que oui.
Je pense que oui. Tu sais, nous, c'est coutume, là. Tu sais, je vais à l'épicerie, je vais acheter une pinte de lait, je reviens 45 minutes après parce que j'ai rencontré plusieurs personnes. Je me suis attardé à eux autres, on a pris le temps de jaser. Dans les grands centres, je vois des gens qui se disent, tu sais, qui se rencontrent puis ils disent on s'appelle ou on se texte. Je me dis, tu sais, si t'as pas 2 minutes, 5 minutes à prendre avec cette personne-là, ça n'a pas sa place. Puis, tu sais, le contact humain, t'as bien beau parler avec quelqu'un au téléphone, en Skype ou ces choses-là. Moi, j'étais un amateur de bière, d'alcool ou ces choses-là. Fait que, tu sais, d'aller prendre un verre avec une personne, puis, tu sais, d'être deux personnes ensemble, puis discuter, ça n'a pas de prix. Qu'est-ce que la personne peut t'amener? Qu'est-ce qu'elle peut te dévoiler qu'elle ne dira pas au téléphone? C'est vraiment important. Effectivement, ben la présence, oui, absolument. Puis je vais y aller avec les deux dernières petites questions, Yann. Puis je pense que ça parle de ça aussi, de se présenter en personne. Tu discutes sans le courtier de la balance de vente, Yann. Est-ce que le courtier, comment est impliqué là-dedans? Ça dépend quel courtier. Il y a des courtiers qui sont très, très bons. Il y en a qui sont très intelligents. Il y en a d'autres qui font leur travail parce qu'ils ont un travail à faire. Tu sais, moi, j'ai fait affaire avec PMML. Les gens sont au courant des balances de prix de vente, de plein de choses. Tu n'as pas besoin de leur expliquer. De là, la crédibilité. Si tu es crédible, ces choses-là, ils vont vendre la balance de prix de vente pour toi. Ils vont dire, on le connaît, il est fiable, ce gars-là, tu n'auras pas de problème avec lui. Si tu parles à un courtier qui débute ou qui fait sa job parce qu'il n'a pas le choix, c'est pas son travail préféré, lui, il n'appassera pas de balance de prix de vente. Fait que de temps en temps, ça m'est arrivé de passer par-dessus le courtier, de parler au vendeur, mais de dire, on garde le courtier dans la transaction, on le sort pas, mais je veux juste avoir le feedback du vendeur. Parce que des fois, c'est dur de voir. Le courtier, il dit, il est pas prêt à ça, il y a ça, il y a ça. Mais quand tu parles au vendeur, il dit pas ça, j'y ai dit pantoute. Parce que peut-être qu'il n'a pas passé assez de temps avec son vendeur. Et le contact humain qui n'a pas eu lieu, tu sais, si on passe directement par le courtier, effectivement, qui est très important. D'ailleurs, moi aussi, j'ai une petite anecdote. J'ai eu une promesse d'achat acceptée avant la pandémie. C'est sûr qu'on est dans les délais, mais on a eu une promesse d'achat acceptée parce que j'étais la seule personne à me déplacer à aller voir le vendeur qui était malade, qui était chez lui. Il a fait de l'arthrite très, très sévère, donc je me suis déplacé chez lui, je suis allé le voir et il a dit, c'était la seule personne qui s'est déplacée, donc je te le vends à toi. C'est ça, là, puis ça dépend où ce que vous êtes, là, mais pour les marchés de Montréal, c'est la folie furieuse. Les gens s'arrachent. Là, qu'est-ce qu'il faut que vous compreniez, là, c'est que la personne a le choix de vendre à qui qu'elle veut. Donc, il faut que vous vendiez en fait d'acheteur. Pourquoi vous allez être le meilleur? Pourquoi? Puis, tu sais, des fois, moi, je leur dis, les gens, pourquoi je te vendrai à toi? Parce que tu n'auras pas de problème. Parce que moi, je vais aller faire la visite des lieux. Je n'essaierai pas de te négocier de 20 000. Les autres, ils vont arriver avec un prix plus bas. Ils vont faire l'inspection, vont essayer de te baisser dans le cadre de 100 000. Fait que je leur explique tout pourquoi que la transaction va mieux se passer avec moi. Puis je leur dis souvent, je les rassure, à la fin là, de la transaction, on va rester amis. On va s'en parler. Puis vous allez être super content parce qu'on va faire une transaction qui va avoir été bonne pour les deux. Puis éventuellement, vous allez peut-être me présenter un de vos amis qui a des logements à vendre. Puis vous allez dire que c'est vraiment une bonne personne. Ah ben ouais, un vrai Bouddha, c'est Yann. Un vrai Bouddha. Mais c'est vrai, c'est tellement sage, Yann, vraiment, là. C'est vraiment intéressant. On y va avec une dernière question. Marc-André Bernier, quel était ton premier critère sur lequel tu te bases pour penser à un partenariat? Marc-André, que tu connais sûrement. Ah oui, salut Marc-André. C'est drôle, hein, parce que on était à la semaine des millionnaires, puis un de mes amis, Jérémy Guénette, que tu connais bien, là, très, très intelligent, ce gars-là, puis il me disait, écoute, je m'associerais jamais avant d'aller en voyage avec quelqu'un. Puis là, je me demandais, je me disais, hey, c'est spécial ça, pourquoi qu'il... Puis après ça, j'ai étudié un peu sa façon de penser. Puis des fois, on fait des partenariats parce qu'on se dit, hey, on est dans le coaching ensemble. Tu sais, moi, j'ai des forces, j'ai des faiblesses, puis hey, on fait un bon partenariat. Mais partenariat, là, c'est pas mal plus que force et faiblesse. C'est la complémentarité des personnes.
allez prendre une bière avec les gens, asseyez-vous, passez une fin de semaine ensemble, faites des choses ensemble, vous allez voir. Si vous entendez pas vraiment bien en voyage, puis que ça fonctionne plus ou moins, quand il va arriver des coups durs, ça fonctionnera pas. Il faut être symbiose, puis ça, là, ça s'apprend un peu. Il n'y a pas de livre pour décider avec qui tu t'entends bien. Mais comme je vous dis, choisir des partenaires très, très important, puis d'être sûr que vous pouvez vous entendre, puis que vous avez les mêmes valeurs humaines. S'il y en a un que la valeur principale, c'est l'argent, puis l'autre, c'est l'amour, puis le respect, ben c'est sûr qu'à un moment donné, vous allez arriver à des différences, là. Effectivement. Yann, un mot de la fin pour ton entrevue qui était en passant excellente. Je voudrais juste remercier le club parce que si le club n'avait pas été là, je ne serais pas ici. J'ai 10 fois plus d'expérience avec le club, les formations, les gens que j'ai rencontrés, tous mes partenaires, je les ai rencontrés grâce au club. Puis sans faire de pitch de vente, là, ça a changé, puis c'est rendu ma gang. Puis j'ai fait des voyages avec eux autres, j'ai rencontré des gens merveilleux, puis j'ai accès à ces gens-là. Peu importe, je les appelle n'importe quand, ils sont toujours prêts à me donner des conseils. Puis je vous remercie d'avoir pensé à moi pour une entrevue. Ben écoute, c'est nous que ça fait plaisir. Puis l'équipe en immobilier, on le sait, hein, c'est vraiment important. Yann, un énorme merci. Donc, je vais juste conclure au niveau du club. Encore une fois, merci Yann. Quelle belle entrevue. Côté du club, on continue les entrevues. Donc, on va recevoir évidemment d'autres invités au courant de la semaine. Et la semaine prochaine également, on va recevoir, on peut vous l'annoncer en primeur, en fait, on va recevoir la SCHL en live la semaine prochaine. Donc, on va venir discuter de toutes les différents scénarios ou les allègements de la SCHL, peut-être le futur de la SCHL, donc très intéressant. Caprea, également les évaluateurs agréés. La semaine prochaine, là j'ai un blanc pour les lives de cette semaine, mais bref, on a des cours en ligne aussi. Jeudi soir, on a Flip avec Yvan Cournoyer, donc si jamais ça vous intéresse, dans le confort de votre maison, le prix est divisé par 2, donc vous pouvez suivre le cours, ça va être extrêmement intéressant. Début du coaching également vendredi, on commence en ligne, on va éventuellement finir en personne, mais on se forme, donc c'est un bon moment pour investir. Donc, on continue les coachings en ligne. Donc, je suis sûr qu'on va continuer de se voir. Merci d'avoir été là. On a été 200 à peu près tout le long. Yann, donc, ça a été vraiment une entrevue intéressante. On voyait que les gens restaient là. Donc, vraiment, un énorme merci, Yann. Merci à tout le monde. All right. Bonne journée à tous.